bonjour à toutes les deux. Je vous laisse le temps de vous installer. Alors, améliorer le service rendu aux patients. Sophie Beaupère, cette année, on a choisi donc comme thème tisser des liens. Qu'est-ce que vous pensez du lien entre le système de santé et les patients? Bonjour à toutes et tous. Pas facile de passer après Lamine Garbi et Patrick Martin, mais je vais essayer de pouvoir donner des exemples concrets et c'est un enjeu fondamental. Évidemment, la santé, c'est une des premières préoccupations des Français. On l'a vu d'ailleurs dans les sondages, dans le cadre notamment des élections européennes. Et tout le monde a conscience des grands enjeux que connaît le système. Il y a bien sûr au premier chef le vieillissement de la population. Il y a également le fait que les maladies sont de plus en plus chroniques, avec des parcours longs qui durent plusieurs années, qui impliquent une pluralité de professionnels. Dans un contexte que l'on sait de tension sur les ressources humaines, on ne peut pas parler de lien entre les patients et le système de santé sans l'évoquer. Pour avoir un lien, il faut déjà pouvoir avoir accès aux professionnels de santé, et on sait la complexité de ce sujet sur certains territoires. Et puis, il y a un quatrième enjeu, c'est la contrainte financière. Comment finance-t-on les innovations qui améliorent considérablement la prise en charge? Comment peut-on avoir des moyens pour pouvoir financer les investissements? Donc ces enjeux, ils sont connus. Maintenant, le lien entre les patients et le système de santé, je dirais que c'est un lien qui résulte de l'expérience de patients, l'expérience des aidants, qui d'emblée va poser la question des délais de prise en charge. Là encore, je pense qu'un des premiers sujets, c'est le délai, accéder dans des délais corrects qui permettent de pouvoir avoir une prise en charge qui soit efficace. Les délais et puis aussi la coordination des professionnels, puisque pour faire du lien, il faut effectivement que ce lien il soit efficace et donc coordonné. Ça c'est donc les grands enjeux, je pense, entre le lien entre patients et système de santé. Et après, il y a plusieurs niveaux auxquels ce lien se fait et qui sont complémentaires. Au premier chef, il y a bien sûr le niveau national. La démocratie sanitaire, comment les patients et leurs représentants sont impliqués dans la stratégie nationale de santé. C'est un sujet fondamental. Aujourd'hui, dans l'attente effectivement d'un gouvernement, c'est pas complètement simple et il y a sans doute beaucoup de choses à faire pour améliorer la démocratie sanitaire au niveau national. Après, le deuxième niveau, c'est clairement la gouvernance de nos établissements. Comment impliquer, et je dirais réellement, en fait, les patients dans la décision de l'établissement et dans l'organisation qui permet d'améliorer l'efficacité de la prise en charge. Et enfin, le troisième niveau, c'est comment les patients sont impliqués, non seulement en fait dans la définition des parcours de soins, mais aussi dans leur évaluation, et comment ils participent réellement à la prise en charge. Est-ce que ces dernières années, vous avez perçu une amélioration, une détérioration de ce service rendu aux patients ? Il y a du service rendu aux patients, on le sait, c'est ce que je disais, il y a des enjeux en termes d'égalité d'accès sur le territoire, ne serait-ce que d'égalité d'accès à un médecin traitant. Oui, mais il y a d'autres critères, j'imagine, c'est quelque chose d'assez global, le service rendu aux patients. Voilà, après le service rendu aux patients, ça s'évalue très clairement. Et les délais de prise en charge sont un exemple. Et en fait, pour évaluer le service rendu aux patients, il y a des outils qui existent, il y a des mesures que l'on peut faire. Et typiquement, une des meilleures façons d'évaluer le service rendu aux patients, c'est l'évaluation qui est faite par le patient lui-même. Ce sont les PROMS, comment les patients évaluent leur expérience, par exemple les délais d'attente. J'étais en consultation, j'étais en hôpital de jour, j'ai attendu 1 heure avant de pouvoir être prise en charge, et ça c'est important de pouvoir l'évaluer, de l'objectiver. Et puis bien sûr les PROMS, l'évaluation des résultats. Et là-dessus, il y a une progression. De plus en plus, on met en œuvre, et je sais que c'est quelque chose que porte également la FHP, de pouvoir encore plus travailler sur la qualité et son corollaire, le financement à la qualité, et la qualité évaluée par les patients. C'est quelque chose aussi qui est très soutenu par les associations de patients. Alors oui, on progresse sur cette évaluation.
Oui, les professionnels sont de plus en plus coordonnés dans le cadre de parcours qui sont structurés et il y a des expérimentations, des financements qui le permettent, des outils numériques également, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que cela soit, je dirais, complètement à la fois pérenne et à la fois étendu à l'ensemble des territoires. Anne Egoburu, comment est-ce que la Direction générale de l'offre de soins perçoit ces enjeux de qualité Alors bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là ce matin pour vous parler de ces sujets importants pour nous, qui sont les questions de la qualité des soins, de la pertinence des soins et également de la sécurité des soins. Je suis sortie de ma citadelle pour ça et je pense que c'était vraiment important d'être présente ce matin pour vous parler de ces enjeux qui sont très forts pour nous. Alors, on cherchait tout à l'heure une note d'optimisme. Je pense qu'on peut quand même se dire collectivement que le niveau de qualité et de sécurité des soins en France, il est quand même très élevé et c'est quand même un motif de satisfaction et c'est vraiment à mettre au crédit de l'engagement quotidien des professionnels, des établissements qui ont tous à cœur, je crois, d'offrir aux patients le bon soin au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Une fois qu'on a dit ça, et ça a été largement évoqué depuis le début de la matinée, on a des difficultés, on a des situations hétérogènes entre les territoires et donc des progrès à faire pour améliorer encore la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Donc je vous le disais, c'est un enjeu très fort pour le ministère de la Santé et pour la Direction générale de l'offre de soins en particulier. Notre directrice générale a d'ailleurs souhaité, à la faveur de la réorganisation de la direction, individualiser un bureau spécifiquement en charge de ces questions de sécurité et de pertinence des soins. Ça montre vraiment l'importance qu'on accorde à ce sujet-là. Et c'est un bureau également qui traite toutes les questions des usagers du système de soins. Donc ça renvoie tout à fait à ce que disait Sophie sur l'importance du patient et de l'usager et le fait d'entendre sa voix pour améliorer encore la qualité et la pertinence des soins. Alors c'est un enjeu fort, c'est un enjeu qui irrigue véritablement toutes les réflexions qu'on mène à la DGOS sur l'organisation des soins. Si je devais donner un seul exemple, je parlerais de la réforme des autorisations d'activité de soins, qui est un grand chantier un peu obscur pour certains, mais qui nous a beaucoup mobilisés avec vous au cours des années écoulées. Et je crois important de rappeler que l'objectif principal de cette réforme des activités de soins, c'était de réviser le cadre de fonctionnement des activités et donc les exigences qu'on avait pour l'exercice de telle ou telle activité. Ça s'est traduit très concrètement par des exigences nouvelles en termes de locaux, d'équipements, de personnel par exemple, ou de ratios même pour certaines activités. Ça nous a conduit également à travailler sur la gradation des soins en identifiant les différents niveaux, et ça rejoint les questions de parcours qu'évoquait Sophie, qui sont pour nous aussi un gage important de sécurité et de qualité des soins. Donc voilà, en quelques mots, vous dire que c'est vraiment des enjeux très forts pour nous et qu'on essaie d'intégrer à chaque fois qu'on lance une réflexion. On parle beaucoup des patients, c'est vrai qu'il faut les impliquer plus. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui, très impliqués, les patients, dans leur parcours de soins ? Pour ces retours d'expérience, pour l'amélioration, il ne faut pas qu'ils soient juste passifs. Alors, oui, bien sûr, il y a plusieurs façons en fait d'impliquer des patients très concrètement dans à la fois les parcours, la vie et la vie des établissements. Je prendrai un exemple au hasard qui vient de la région Occitanie. À l'Institut de cancer de Montpellier, par exemple, il y a un comité de démocratie sanitaire qui réunit l'ensemble des professionnels de l'établissement, l'ensemble des usagers, et il y a un certain nombre de projets qui sont copilotés par des représentants des usagers et des professionnels. Pour donner un exemple concret de comment on peut, dans une gouvernance, impliquer et co-construire, c'est une expression à la mode, mais encore faut-il arriver à le faire concrètement, co-construire entre patients et professionnels. Ensuite, il y a tout le dispositif dont nous sommes très supportifs qui concerne les patients partenaires. C'est comment des patients, des anciens patients peuvent, aux côtés des professionnels, définir des parcours, évaluer des parcours de soins. Ça pose une question, il y a un enjeu, c'est un enjeu, là encore, d'accompagnement financier. Aujourd'hui, dans les centres de lutte contre le cancer, il y a une vingtaine de patients partenaires, on va dire un patient partenaire par centre, globalement. Mais ça ne doit pas uniquement être réservé à des centres experts, comme les centres de lutte contre le cancer. Or, pour ça, il faut un modèle de financement.
puisque ces patients partenaires, ils travaillent et donc ils doivent être indemnisés en fait, du temps passé, pour vous donner un exemple. Et vous voyez, il y a plusieurs façons d'impliquer les patients, et il y a bien sûr ce que chaque patient va, en plus dans les années qui viennent, être systématiquement amené à faire, c'est quelque part être producteur directement de données. Le patient aujourd'hui, quand le parcours est ville, établissement de santé, rappelons qu'un parcours en cancéro, par exemple, c'est 90% du temps en ville et 10% seulement dans un établissement de santé, va être de plus en plus amené à renseigner son état de santé, sa douleur, les effets secondaires. Et ça, c'est une implication très concrète. C'est très important pour pouvoir évaluer, comme j'ai souligné, la qualité de vie réelle des patients et aussi finalement comment se passe le parcours. Encore faut-il piloter ces données et pouvoir, pour cela, avoir une réflexion qui soit une réflexion collective, qui casse les silos entre établissements de tout statut et puis ville et établissements de santé. Anne, est-ce que vous pouvez nous donner la feuille de route de la DGOS sur ces sujets-là ? Alors, la feuille de route de la DGOS, ce ne sera pas une feuille de route DGOS, parce qu'on souhaite vraiment avoir sur ces sujets-là une approche totalement partenariale qui va mobiliser évidemment les professionnels, leurs représentants, les différentes fédérations hospitalières qui sont un acteur majeur, mais également un certain nombre de partenaires institutionnels. Je pense à la Haute Autorité de Santé ou à la CNAM, qui ont évidemment un rôle important à jouer là-dessus. Notre premier niveau de réponse, ça sera quand même autour de la question des parcours. Sophie l'évoquait à l'instant. Il nous paraît important de continuer à travailler sur ces parcours un peu innovants qui vont permettre de décloisonner la ville, l'hôpital, mais également le secteur médico-social, en partant vraiment des besoins du patient, en introduisant une véritable fluidité. Et puis la question des financements associés sera évidemment le corollaire important à traiter, on en a bien conscience. De façon peut-être un peu plus formelle, vous savez peut-être que le ministère de la Santé avait sollicité l'Inspection générale des affaires sociales pour avoir leur regard sur cette question du financement à la qualité. Et on a eu un rapport qui a été remis au mois de juillet dernier, qui est intéressant, qui donne des pistes à la fois techniques sur les questions du financement, mais également plus largement sur la gouvernance de ce sujet qualité, pertinence, qui est aujourd'hui éclaté entre de multiples institutions. Et il nous semble qu'il faut vraiment qu'on réunisse les forces des uns et des autres, des différents partenaires que je citais tout à l'heure, pour mettre toutes nos forces ensemble pour faire progresser encore ces enjeux de qualité et de pertinence et également de sécurité des soins. Donc très concrètement, les sujets majeurs qui sont ressortis de ce rapport et sur lesquels on souhaiterait travailler avec les partenaires, c'est évidemment la place du patient et la prise en compte de l'expérience patient pour améliorer encore et toujours la qualité et la sécurité des soins. Et puis un autre axe fort sur lequel on a envie de travailler avec vous dans les prochaines semaines, dès que le cadre sera un peu stabilisé, c'est la question de l'implication des professionnels eux-mêmes. On sait que les modèles qui existent là peuvent paraître un peu complexes, obscurs pour les professionnels. Il nous paraît important d'avoir des choses plus simples, plus lisibles, qui parlent véritablement aux professionnels. Travailler également avec les sociétés savantes, les conseils nationaux professionnels pour lancer peut-être des démarches spécifiques à tel ou tel type de prise en charge ou parcours. Voilà un peu comment on voit les choses et encore une fois, on souhaite le faire de façon partenariale. Pour terminer, juste un petit mot l'une et l'autre sur le financement pluriannuel éventuel. Qu'est-ce que vous en attendriez ? Ah oui, justement, j'allais dire qu'un des impératifs, c'est d'avoir une loi en fait, de financement de la santé pluriannuelle. Au-delà du financement, c'est même qui permet d'avoir une stratégie pluriannuelle, loi qui soit justement débattue au sein du Parlement, et c'est ça la démocratie en santé. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale de santé, mais elle n'est pas soumise à vote, par exemple, devant le Parlement. Et donc, on voit bien, les sujets, ils sont pluriannuels, on doit avoir une vision stratégique. Là, il y a une accélération du progrès scientifique et technique, une accélération aussi des mutations de la société. On doit avoir une vision pluriannuelle, et le financement, ce n'est qu'une résultante, en fait, d'une réflexion qui soit politique et stratégique, qui permet de se projeter sur les sujets de prévention, je voudrais quand même les citer, je sais qu'ils vont être évoqués aujourd'hui, sur les sujets d'investissement, parce qu'on vit aujourd'hui une révolution numérique, c'est formidable, c'est un véritable levier pour améliorer les parcours des patients, pour pouvoir aussi accélérer la recherche clinique par exemple. Encore faut-il avoir les moyens et une vision pour pouvoir faire des investissements dans les outils numériques. Pour vous donner un exemple, ça c'est vraiment une des premières priorités. Et la deuxième priorité, c'est la formation.
la formation des professionnels pour anticiper l'émergence des nouveaux métiers, liés notamment à l'IA numérique, on peut citer l'IA générative comme un exemple parmi d'autres, et puis la formation des patients, des associations de patients, parce qu'il faut arriver à suivre toutes ces évolutions pour pouvoir les impliquer et co-construire avec eux. Quelques mots, Anne, sur ce financement pluriannuel? Oui, très rapidement. Sur le protocole, effectivement, les démarches avaient été lancées avant l'été. On était bien engagés et on avait commencé à travailler avec les fédérations sur le contenu possible de ce protocole, avec une part importante laissée aux enjeux de qualité, de pertinence des soins, justement, qui nous préoccupent. Donc, on espère, comme vous, que le cadre va se stabiliser et que ces discussions pourront reprendre rapidement. Et au-delà de ça, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, sur le financement à la qualité, on a un enjeu de révision du modèle de financement spécifique à la qualité qui vient en complément des financements de droit commun. C'est le petit dispositif IFAC qui parlera aux initiés, qu'on souhaite rendre plus lisible, plus simple. Et puis il y a également des discussions à venir avec nos partenaires, notamment des fédérations, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, sur ce nouveau compartiment qui est créé, qui concerne les objectifs de santé publique et qui, là encore, donnera lieu à des discussions sur les objectifs que l'on se fixe, sur les indicateurs associés et la façon dont on les suit. Merci. Oui, juste un complément, Églantine. Merci, merci madame, et puis merci à la DGES pour tout le travail que vous menez malgré cette vacance politique depuis 3 mois. Vous vous rappelez peut-être que le protocole de pluriannualité avait été initié par Madame Buzyn en février 2020. On l'avait bâti en 2 mois. On n'a pas besoin du politique pour ça. Alors c'est vrai que les réunions sont reportées, je crois qu'il y en a une la semaine prochaine, mais il faut qu'on avance. On n'a pas besoin d'un ministre ou d'une ministre pour avancer, parce que c'est un protocole qui est technique. Après, bien sûr, il y a des arbitrages politiques sur les volumes et sur l'indice, notamment lié à l'inflation, mais il faut qu'on bâtisse ce protocole entre nous et rapidement. Merci Sophie pour ton engagement et ton implication tout au long de l'année et sur les nombreux points de vue que nous partageons en interfédération, parce que tu es aussi une grande combattante et je voulais te remercier et remercier ton président, bien évidemment. Voilà, donc on compte sur vous. C'est important de bâtir ce protocole. Et également sur la tarification, la réforme, il y a un volet qui est totalement abandonné, c'est l'innovation. L'innovation. L'innovation robotique, l'innovation des parcours. Il n'y a pas de fléchage aujourd'hui. Donc si vous pouviez, parce qu'on a rencontré votre homologue la semaine dernière lors du séminaire MCO, et ça n'a pas été évoqué, parce qu'il n'y a pas de travail là-dessus. C'est fondamental que l'on puisse vraiment se caler aux nouvelles pratiques de parcours de soins et d'innovation robotique, où nous sommes en déshérence économique et dans la difficulté la plus totale. Voilà, c'est un message que je passe assez fort, parce qu'on parle de qualité, on parle d'IFAC, mais on ne parle pas d'innovation, et l'innovation, c'est aujourd'hui et surtout demain. Mais merci d'être là, et encore plus quand effectivement le pouvoir politique n'est plus là, et Marie Daudet, qui va venir ce soir, nous livrera, je suis certain, quelques pistes, notamment sur le SMR et la psychiatrie. Là, c'est 2 dossiers extrêmement complexes, mais c'est vrai qu'on aimerait avancer. Et je suis persuadé que le prochain ministre de la Santé ne restera pas longtemps. Voilà. Il ne restera pas longtemps. L'espérance de vie dans ce ministère est aujourd'hui de 4 mois, 5 mois, dont 3 en... Les ministres, oui, les ministres. Tu veux dire que c'est une bonne raison pour avancer sans eux? Exactement. Et ça marchera peut-être mieux. Ça marchera peut-être mieux, parce que le dernier ministre a fait 6 mois, dont 3 démissionnaires, donc vous imaginez un peu la puissance du poste. Aurélien, pareil. François aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'habitue. Jusqu'au mois de juin, le président Martin l'a dit, nouvelle dissolution au mois de juin. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc il faut qu'on s'habitue à travailler sans eux. Et peut-être que ça marchera mieux finalement. Parce que l'administration et les fédérations restent et travaillent. Je pense que Marie Daudet sera ravie d'échanger là-dessus avec vous cet après-midi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.